Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue donc pour cette nouvelle édition de notre émission mensuelle en direct de Mediapart. C'est parti pour plusieurs heures de vidéos en live, diffusées en streaming sur notre site et exceptionnellement, comme chaque mois, l'intégralité de notre site est en accès libre. Donc vous pouvez tout à la fois regarder les émissions qui vont se succéder, lire les différents papiers en home, en page d'accueil du site, fouiller dans les archives, commenter, participer, tout ça à la fois. Ça promet donc une soirée assez occupée. Pour cette première émission, et avant d'accueillir l'économiste Thomas Piketty, puis le ministre de l'Éducation Vincent Peillon, ça sera à 20h30, pour un grand débat sur l'école et sur l'éducation. On commence avec notre émission régulière qui est un retour sur nos enquêtes, une explication des papiers les plus marquants que nous avons publiés ce mois-ci. Et cette fois, nous avons choisi de revenir en détail sur une enquête qu'on a publiée il y a environ 3 semaines, et puis on a publié un deuxième article il y a un peu moins de 2 semaines. C'est une enquête qui concerne les coulisses financières de l'UMP, le parti qui était le parti présidentiel, le parti de Nicolas Sarkozy, et qui est le parti que se disputent aujourd'hui François Fillon et Jean-François Copé. Ces coulisses financières, donc, avec le fameux premier cercle qui a fait couler beaucoup d'encre l'an dernier, en particulier quand on a découvert que Liliane Bettencourt avait versé plusieurs cotisations et que Patrice Demestre était un des membres éminents de ce premier cercle. Alors on avait parlé bien avant de ce système financier créé par Éric Woerth, qui était trésorier de l'UMP avant d'être ministre du Budget, système financier mis en place parallèlement à ce qui est la mécanique traditionnelle des adhésions de cotisation. Pour intégrer ce premier cercle, il faut verser plusieurs milliers d'euros chaque année. Cela donne droit à une sorte d'accès VIP aux principales personnalités. Cela donne droit au Bristol à des rencontres avec les dirigeants de l'UMP, avec certains ministres, avec Éric Woerth, avec bien sûr Nicolas Sarkozy. Et on était donc là, au sein de ce premier cercle, dans un petit entre-soi où, évidemment, on parlait de politique et on parlait aussi beaucoup d'argent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons pu accéder à la liste des membres du premier cercle en 2007. Et qu'à partir de là, on a pu voir se dessiner une sorte de sociologie financière et électorale de ce qu'était le sarkozysme. Et je vais d'abord vous présenter Fabrice Arfi et Karl Lasque qui ont travaillé sur ce dossier, avec Mathilde Mathieu qui est actuellement en déplacement pour une autre enquête. Mais Fabrice, déjà, juste d'expliciter sur comment on a obtenu cette liste et quel a été le travail mené dessus. Alors, en effet, le premier cercle est, depuis en fait, la révélation de l'affaire Bettencourt, qui est partie de Mediapart, un objet politique et financier extrêmement rare et particulier au monde de la politique française. C'est-à-dire que nous avons là, comme tu l'as dit, une espèce de petit cercle rapproché qui, moyennant finance, achète une sorte de proximité avec des responsables politiques. Le problème sur ces types de pratiques-là, c'est que nous n'en connaissions rien. C'est-à-dire qu'il y a un système d'opacité légale entretenu autour de qui compose le premier cercle, combien il donne et qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'il a accès au ministre du Budget, qui est aussi le trésorier du parti concerné, au Premier ministre ou au président de la République. Alors, nous avons obtenu cette liste complète qui date de juin 2007, dans laquelle on retrouve 544 membres du premier cercle. Donc c'était au moment où il y a eu le plus de cotisants au premier cercle. Et on a découvert que sur ces 544 membres, on a pu tirer plusieurs enseignements spécifiques et jusque-là jamais documentés sur ce que peut être la coulisse du financement d'un parti. Les enseignements, c'est que sur les 544 membres, près du tiers vivent à l'étranger, ne vivent pas en France. Ce qui est intéressant quand on sait quelle a été la politique
de l'UMP vis-à-vis d'une forme de nationalisme, d'acception comme ça de la nation française. Et là, nous avons des gens qui ont quitté la France, pour l'essentiel dans des zones géographiques où la fiscalité est très douce. C'est certains paradis fiscaux, la Belgique, on en a beaucoup parlé avec Bernard Arnault, la Suisse, Singapour, mais essentiellement Londres, qui est un paradis fiscal, comme d'ailleurs le magazine Forbes l'a classé dans les 10 paradis fiscaux les plus efficaces, et aussi New York, qui est aussi un paradis fiscal. L'autre enseignement, c'est que dans cette liste, on retrouve beaucoup d'étrangers, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas françaises, qui ont très peu de liens avec la France et qui pourtant décident de financer massivement l'UMP. Alors il y a quelques surprises. On découvre par exemple qu'un Canadien qui s'appelle Peter Munk, leader, patron de Barrick Gold, qui est le leader mondial de l'extraction d'or, le minerai d'or, est membre du Premier Cercle. Cet homme fait l'apologie à plusieurs reprises du régime Pinochet, lié à grand vendeur d'armes saoudien qui s'appelle Adnan Khashoggi. Que fait-il au Premier Cercle? Nous n'avons pas pu le savoir. On retrouve un financier russe, milliardaire, Léonard Blavatnik, à main gauche, investisseur dans le pétrole russe, à main droite, propriétaire de Warner Music, assez peu de liens connus avec la France. Que fait-il au Premier Cercle? D'autres personnalités étrangères font partie de cette liste secrète. Deuxième enseignement, la surreprésentation du monde de la finance. Du monde de la finance et des paradis fiscaux, c'est-à-dire des financiers en lien dans leurs activités personnelles ou professionnelles avec les paradis fiscaux. Ce qui manque pas de sel comme constat quand on se remémore un peu les déclarations d'intention de Nicolas Sarkozy sur le capitalisme de casino, la finance folle et les paradis fiscaux n'existent plus comme il l'avait dit. Alors là, on découvre de très nombreux propriétaires, par exemple, de hedge funds, qui est la caricature du capitalisme de casino, de la finance déréglementée, incontrôlée, à l'origine de tout un tas de scandales financiers. Ces hommes-là, implantés dans les îles Vierges britanniques, aux îles Caïmans, sont membres du Premier Cercle et sont dirigeants de hedge funds domiciliés à l'étranger. Pourquoi décident-ils de financer l'UMP ? Autre enseignement, on découvre, encore en lien avec la finance, 8 hauts dirigeants de Goldman Sachs qui sont membres du Premier Cercle. Nous découvrons également tous les membres du comité de direction d'une grande société française de traitement des déchets qui s'appelle le groupe Pisorno Environnement. Ça, on va y revenir parce qu'il faut quand même dire que le Premier Cercle n'est pas une structure illégale. Non, le Premier Cercle, c'est ça qui... Il y a quelques soupçons de détournement de la loi de financement sur les partis, justement, où on découvre que des états-majors entiers de groupes sont membres du Premier Cercle, ce qui est peut-être un moyen pour une entreprise de financer une formation politique, ce que la loi sur le financement interdit formellement. Voilà, c'est-à-dire que depuis le début des années 90, une entreprise n'a plus le droit de financer directement un parti politique. Une personne morale ne peut pas le faire. Et on découvre à la faveur de cette enquête que 5 membres du comité de direction d'une même société sont membres du Premier Cercle. Donc des questions très précises se posent sur d'où vient l'argent. Qui a réellement donné au Premier Cercle? Est-ce qu'il y a eu comme ça un hasard où 5 personnes du même comité de direction, d'une même société ont décidé d'investir, entre guillemets, dans le financement VIP de l'UMP, ou est-ce que l'argent vient d'ailleurs et de la société en question? Nous avons appelé le responsable de la société, il nous a envoyé balader en disant textuellement « vous m'emmerdez, allez vous faire foutre ». Voilà. On va revenir sur tout ça, mais avant cela, je voulais demander et interroger Karl à ce sujet. Vous obtenez cette liste, donc, je pense qu'il faut expliciter ça à nos lecteurs, donc se pose la question de comment on travaille sur cette liste. Et la première question qui se pose, c'est est-ce qu'on la publie in extenso? Est-ce qu'on publie les 547 44. Est-ce qu'on publie les 544 noms? Et autant le dire à nos lecteurs, c'est bien plus simple et c'est un exercice de transparence bienvenu. On n'était pas forcément d'accord entre nous sur l'opportunité de publier l'intégralité de cette liste ou, je dirais, d'en faire une analyse plus sociologique pour montrer quels étaient véritablement les ressorts principaux de ce Premier Cercle. Oui, c'est vrai que, bon, comme pour d'ailleurs beaucoup d'articles, il y a des réflexions juridiques qui sont nécessaires avant publication.
Est-ce que, par exemple, la publication de la liste était de nature à violer la vie privée des personnes? Est-ce que, qu'est-ce que la publication de la liste pouvait engendrer, non pas seulement comme risque de poursuite, mais comme violation un peu objective du droit? Enfin, est-ce qu'on pouvait, disons, franchir le Rubicon? On a discuté, on a tranché que c'était difficile pour des raisons. Je pense essentiellement juridique plus que morale, parce que la loi interdit aujourd'hui cette publication, garantit on va dire que les conseils de des Mediapart, après étude, ont estimé qu'il y avait potentiellement un risque de voir cet article attaqué sur le fondement de l'atteinte à la vie privée. Après, comment dirais-je, c'est vrai que nous, on souhaitait. En même temps, on a un petit peu défendu notre volonté de publier quand même sur l'argument que, effectivement, on était devant un objet complètement hors norme. Aucun autre parti n'en avait. On a quand même le soupçon que, effectivement, derrière cette espèce de club, un peu de Rotary Club de l'UMP, il y a des arrière-plans, il y a des dérives, il y a peut-être même des choses, comment dirais-je, que la loi réprouve et sanctionne. Est-ce qu'il y a des deals qui sont... est-ce que cette liste peut-être cache des deals plus lourds, notamment, je ne sais pas, ça peut être toutes sortes de deals, y compris fiscaux, puisqu'il faut quand même rappeler, c'est quand même extrêmement important de rappeler qu'Éric Woerth devient ministre du Budget dans l'intervalle où, après la campagne de 2007, il anime en tant que trésorier, il est trésorier de l'UMP, il devient ministre du Budget, il continue à réunir les membres du premier cercle, avec cette double casquette. Et c'est un des enseignements quand même de l'affaire Bettencourt, c'est de dire, regardez, c'est quand même un mélange des gens absolus de voir un ministre du Budget réunir autant de personnalités avec cette casquette de trésorier. Et des fraudeurs fiscaux sont dans le premier cercle. Donc il y a toute la contradiction du trésorier qui a besoin du plus d'argent possible et du ministre du Budget qui est censé garantir le respect de la loi fiscale. Juste pour finir, pour répondre quand même à ta question, c'est vrai qu'il y avait une volonté quand même effectivement de faire la transparence sur cette, autant que possible sur cette liste qui a été faite dans l'article, puisqu'il y a quand même plus d'une centaine de noms, 150 noms, 160 noms. Total, sur les deux articles. Sur les deux articles qui sont révélés. Donc on a gardé, je dirais, l'essentiel des informations, mais on n'a pas fait le choix politique, en quelque sorte, de rendre public quelque chose qui était effectivement Alors, juste pour dire que si nous avions une loi sur le financement des partis politiques un peu plus moderne et démocratique, on aurait, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, une totale transparence sur les donateurs, puisqu'on peut aller en ce moment sur tous les sites Internet qui comptabilisent au dollar près les dons de Goldman Sachs, des dirigeants des grandes banques, aux candidats républicains comme au président candidat Barack Obama, mais qu'on peut millimétrer le financement des campagnes des deux. Financement par ailleurs extravagant, puisqu'ils vont probablement dépasser chacun des candidats le $1 milliard pour cette campagne électorale. Fabrice. C'est toute la folie un peu américaine, c'est-à-dire qu'il y a la transparence qu'ici, à Mediapart, nous souhaitons sur la vie politique, sur les financements, pour éviter les soupçons, les désamorcer. Et puis c'est la folie américaine parce que ça n'est pas plafonné. Et comme l'ont dit plusieurs militants anticorruption américains quand a été autorisée à la fois la transparence et l'absence de plafond absolu pour le financement des campagnes américaines, c'est la corruption à ciel ouvert, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit la corruption sous nos yeux. Ça n'est pas le débat politique de Mediapart, même si, évidemment, derrière cette publication, il y avait la volonté de poser un débat public qui est celui de l'absolue nécessité sur la transparence des financements politiques. Comment on peut accepter, dans une démocratie,
où la transparence doit être la règle et le secret l'exception, alors qu'on voit une petite musique de fond politique pour nous dire que, attention, la transparence, c'est le début du totalitarisme. On a entendu ça. Le secret des affaires. Le secret des affaires, sur... avec Wikileaks. Attention, c'est dangereux quand on fait ça, quand on met en danger éventuellement la vie d'informateurs de l'armée américaine. Oui, c'est dangereux. Pour le reste, ça ne l'est pas. Et la démocratie vit de la transparence. Donc, il y a une législation française et on considère que financer un parti, le premier cercle, c'est à partir de 3 000 euros. Aujourd'hui, le premier cercle existe toujours à l'UMP, c'est 3 500 euros par an et par personne. On peut considérer qu'à partir de telles sommes, qui sont absolument énormes, 3 000 euros, c'est 2 fois le revenu médian d'un Français, on peut se poser la question de la nécessité de savoir qui donne et pourquoi. Alors, c'est la question. Ce que disait Karl, c'est-à-dire finalement la question centrale qui est posée, c'est est-ce que le premier cercle est quelque part un cercle de trafic d'influence. Donc pour ça, vous avez publié une deuxième enquête qui se focalise sur un point précis, les légions d'honneur. Qu'est-ce que... Oui, enfin, ce qu'il faut juste, une petite insiste, ce qu'il faut quand même préciser aussi, c'est qu'il y a ce problème de la transparence du financement d'un parti politique, dans le contexte où les partis politiques sont financés par l'État et par les électeurs de manière quand même assez massive. Enfin, c'est 30 millions, 25 millions pour les grands partis. Donc, je trouve que la vie politique telle qu'elle est conçue aujourd'hui, quand même, a mis en place tous les dispositifs pour que les partis vivent sans avoir besoin de structures occultes, de fonds occultes. Voilà. Donc, le premier point, c'est effectivement obtenir plus encore de transparence, puisque ce système a perduré à travers Premier Cercle. Mais alors, il y a eu une proposition de loi, ça que je voulais rappeler, d'un élu socialiste il y a quelques mois, visant à dire on peut, à partir de 3 000 euros, rendre transparent par la loi les dons. Les dons partis. C'est le trésorier du PS. C'est le trésorier du PS qui avait, en précisant bien qu'au niveau fiscal, quand on veut déduire ce don, c'est à partir de 3 000 euros. Donc il y avait une logique politique à dire 3 000 euros. Et bon, ça a été rejeté, sa proposition a été rejetée dans son propre camp, si on a bien compris. Et à gauche, quand elle a été énoncée il y a quelques mois, alors, ils sont encore en train de retravailler dessus, mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose. On voit bien qu'on est sur une crispation politique qui n'a pas tant de couleurs partisanes que ça. À droite comme à gauche, la culture de la transparence est une culture en France qui est difficile à intégrer dans le fonctionnement politique. Alors, c'est vrai que on a ensuite... Alors, sur les légions d'honneur, qui est une illustration quasi caricaturale. Voilà, on a prolongé l'enquête, en fait, en se disant qu'il y avait quand même un fait saillant depuis... 2010 sur le premier cercle et la politique, qui est l'affaire Bettencourt et qui est la Légion d'honneur que Éric Woerth a remis à Patrice Demestre, gestionnaire de fortune de Madame Bettencourt, employeur de la femme de Éric Woerth et financier de l'UMP. Ce petit micmac entre amis vaut à l'un et à l'autre d'être mis en examen aujourd'hui pour trafic d'influence par le juge Jean-Michel Gentil à Bordeaux. Donc on s'est dit, nous avons là un fait important qui vaut une mise en cause judiciaire. Allons regarder quelle est la proportion, quelle est l'importance des membres du premier cercle qui ont reçu la Légion d'honneur. Donc là, ça a été un travail de compilation où je crois au total 9 journalistes de Mediapart se sont mis dessus pendant plusieurs jours, qui était un travail de croisement de fichiers, c'est-à-dire on prend les 544 membres et on prend le journal officiel où sont publiées les promotions et les nominations de la Légion d'honneur. Donc nous avons regardé la liste du premier cercle date de juin 2007, nous avons regardé qui a eu la Légion d'honneur entre 2007 et 2012, c'est-à-dire sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et là, on découvre, et le chiffre est quand même assez vertigineux, qu'il y a près de 70 personnes qui sont des grands donateurs de l'UMP et de la campagne de Nicolas Sarkozy qui ont obtenu la Légion d'honneur. Pour certains, sincèrement, de vraies questions peuvent se poser. Est-ce que
ça n'a pas été une forme de remerciement. Hein, voilà. Et on voit certains qui passent d'officier à chevalier sans respecter le nombre d'années qu'il le faut pour ça. On en voit certains qui sont faits Grande Croix de la Légion d'honneur, qui est quand même le summum du mérite républicain. On en voit qui n'ont pas forcément le nombre d'activités professionnelles requises pour entrer dans la Légion d'honneur. Donc là, la question se pose évidemment de pourquoi ont-ils eu la Légion d'honneur? Est-ce qu'il y a un lien, on en est encore au stade du point d'interrogation, entre leur participation au premier cercle ou aux associations de financement de Nicolas Sarkozy et leur entrée dans ce qui est censé quand même représenter le mérite national suprême, la Légion d'honneur. Et ça pose évidemment des questions sur, quand on obtient la Légion d'honneur, est-ce qu'il ne faudrait pas dire publiquement que si oui ou non on a financé un parti politique pour désamorcer toutes sortes de soupçons. Alors on va terminer là parce qu'on doit accueillir Maurice Bodbol et Edoui Plenel, mais quand même, il y a une petite bonne nouvelle peut-être cette semaine, c'est-à-dire qu'il y a un amendement qui a été voté à l'Assemblée dans le projet de loi de finances qui vise à supprimer ce qu'on a appelé les partis de poche, qui était ce moyen pour chacun de se constituer sa petite cassette personnelle. Donc ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est si cet amendement va jusqu'au bout du vote du budget, s'il ne tombe pas en cours de route. Les micro-partis. Oui, voilà, c'est ce qui avait été révélé aussi par l'affaire Bettencourt. Voilà. C'était des partis sans programme, sans militants, sans adhérents, sans rien, seulement avec une grosse caisse pour recevoir beaucoup d'argent, en plus des financements publics, en plus des financements du parti principal. Voilà. Donc là, il y a des tentatives de régulation, mais on va voir si le gouvernement et l'Assemblée nationale ira jusqu'au bout là-dessus. Voilà. D'accord, merci. Merci. Maurice Bodbol et Edoui Plenel vont nous rejoindre. Et ils nous rejoignent pour